Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Etienne Ngantou. Bienvenue. Monsieur Mbelou, les concertations nationales ne prendront plus fin ce dimanche 22 septembre comme initialement prévu. C'est ce que Radio Okapi annonce écrit ces jours. Et elles devront se poursuivre jusqu'au 28 septembre. C'est ce qu'a déclaré un membre de la cellule de communication du secrétariat technique chargé de l'organisation de ces assises. Sans plus de détails, est-ce que cela n'était-il pas attendu, Jean-Pierre Mbelou? Euh, bon, que cela soit attendu ou pas, du moment qu'il y a eu ces concertations-là à Kinshasa et le huis clos de Kampala, les concertations de Kinshasa n'avaient plus leur raison d'être. Pourquoi? Les questions essentielles liées à la cohésion nationale ont été transférées au huis clos de Kampala. Je m'explique. Les initiateurs des concertations nationales voulaient recréer la cohésion nationale pour lutter contre les forces négatives. Comment voulez-vous qu'au même moment où l'on veut lutter contre les forces négatives, dont le M23 qui a finalement réussi à avoir un huis clos avec le gouvernement de fantoche de Kinshasa, on puisse au même moment continuer à faire des concertations à Kinshasa. C'est que, comme certains d'entre nous sont assoiffés d'argent, ils ont cru que même si ce huis clos de Kampala avait lieu, eux pouvaient se retrouver à Kinshasa, que les choses marchent ou qu'elles ne marchent pas, du moment qu'ils allaient toucher leur PRDM, c'est cela qui était important. Ah, c'est pour vous dire que dans l'organisation du huis clos de Kampala et des concertations de Kinshasa, ce sont les Congolais qui ont été traînés dans la boue, qui ont été traités comme des bourriques. Ils l'ont été par la faute de certains d'entre eux ou d'entre nous qui courent en permanence derrière l'argent. Là, nous avons affaire à une classe politique médiocre, mais qui malheureusement a réussi à contaminer certains d'entre nous qui font partie de la société civile. Il n'y avait rien à attendre des concertations de Kinshasa. Je vous rappelle que les trois cas, Kagame, Kaguta Museveni et Kabila, vont bientôt se rencontrer à New York, à marge de l'Assemblée nationale de l'ONU, et ils vont, encore une fois, peaufiner leur stratégie qui risque d'aboutir à ce qui est en train de se raconter maintenant à Kinshasa, c'est-à-dire à un gouvernement que Kengo avait déjà annoncé, mais aussi à la remise en question du fonctionnement de ce qu'on a eu après les élections chaotiques de 2011 comme Assemblée nationale, et ce qui avait précédé cette Assemblée nationale, le Sénat et les gouverneurs de province. Il se pourrait que les compteurs puissent être remis à zéro à l'issue de ces fameuses concertations nationales et du huis clos de Kampala. Mais il semble qu'il y ait quand même certaines avancées significatives aux concertations de Kinshasa. Par exemple, pour ce qui concerne la thématique de la bonne gouvernance, il semble que la majorité et l'opposition se seraient mis d'accord sur un certain nombre de choses. Vous avez suivi cela? Je voudrais bien croire à un miracle. Je voudrais bien croire à un miracle. Mais personnellement, je ne vois pas comment un pouvoir issu d'un processus frauduleux, un pouvoir illégitime, pourrait émettre avec ce qu'on appelle aujourd'hui opposition. Il ne faut pas oublier que nous n'avons pas tellement d'opposition au Congo, que ce sont les chercheurs de quelques billets verts qui se retrouvent au Palais du Peuple en face de la majorité dite présidentielle. Je ne vois pas comment ces personnes-là
vont arriver à émettre les principes de bonne gouvernance qui pourraient faire ce que je vous rappelais lors de notre dernière émission, c'est-à-dire couper, scier la branche sur laquelle est la majorité dite présidentielle et l'opposition perdiémiste, la branche sur laquelle les deux sont assises. Très bien, toujours à propos de ces concertations nationales, Radio Okapi nous apprend toujours que une coalition pour le vrai dialogue, c'est-à-dire une structure mise en place par quelques opposants une semaine après les coups d'envoi des concertations nationales, a dénoncé le samedi 21 septembre à Kinshasa l'existence d'un schéma de partage de pouvoir selon la formule 1 plus 2. Je dis bien 1 plus 2, ce n'est pas 1 plus 4. C'est-à-dire un président de la République et deux vice-présidents. Monsieur Mbelou, est-ce que cela ne correspond pas au schéma déjà dévoilé par Léon Kengo il y a quelques semaines? Ce qui m'étonne c'est que cette opposition voudrait nous faire croire que c'est une révélation et une dénonciation. Ce qui m'étonne, c'est ceci. Cette fameuse opposition est constamment dans la dénonciation, c'est-à-dire dans la réaction. Elle ne planifie absolument rien. Elle s'attendait à pouvoir organiser ses propres concertations, ce qu'elle a appelé le véritable dialogue. Elle risque de se rendre compte que l'herbe va lui être coupée sous les pieds. Et ceux qui ont toujours estimé que les chats aboient, la caravane passe, vont mettre sur pied leur gouvernement d'union nationale de 1 plus 2. Le chien va aboyer, la caravane va l'écraser et les choses vont continuer comme si de rien n'était. Il y a là un problème sérieux. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre entre parenthèses les dénonciations pour travailler à une véritable planification d'un contre-pouvoir? Tant qu'on ira de dénonciation en dénonciation, nous risquons, et cette fameuse opposition risque, de ne rien voir de ses objectifs. Elle ne verra rien de réaliser du point de vue de ses objectifs. Donc nous sommes très très mal barrés. Heureusement qu'il y a des minorités organisées et agissantes qui ne tiennent pas compte de ce qu'on estime être les avancées du pouvoir fantoche de Kinshasa, qui travaillent autrement. Cela va prendre le temps que ça prendra, mais nous avons heureusement aujourd'hui des minorités organisées et agissantes qui ont compris que ça ne sert à rien de pouvoir s'inscrire dans la réaction, qu'il faut petit à petit travailler à la mise sur pied d'un contre-pouvoir pour pouvoir demain refonder le Congo sur d'autres bases que sur la réaction et sur les principes des réactionnaires. Un mot sur Léon Kengo, qui est coprésident de ces assises. On sait qu'il est président du Sénat, une institution dont la légitimité pose question puisque la législature est depuis longtemps finie. C'est quelqu'un qui agit par des intrigues. On le voit à Kigali, en mission pour les comptes de Joseph Kabila. Il s'est dit de l'opposition. Finalement, on ne sait plus le situer. Travaille-t-il pour lui ou bien... qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces jeux auxquels se livre Léon Kengo? Vous savez, personnellement, je n'ai plus cette intention de pouvoir me limiter aux têtes visibles ou à ce que je dénomme de temps en temps les acteurs apparents. Nous faisons face à un système de la mort. Nous faisons face aux forces du mal qui agissent en réseau et ce réseau-là fait apparaître de temps en temps certaines têtes et si nous nous limitons à ces têtes, nous risquons
de laisser entre parenthèses le système qui les porte et qui fonctionne à merveille. Ces têtes-là peuvent disparaître. Mais tant que nous n'aurons pas réussi à rompre avec le système qui est en train de fabriquer ces têtes-là, c'est-à-dire le système néolibéral, et je pourrais même parler du système capitaliste qui fabrique la mort, tant que nous n'aurons pas réussi à détricoter ce système-là, à rompre avec ce système-là, demain, ça peut être Kengo, ça peut être une autre personne, nous n'aurons rien fait du tout. L'essentiel n'est pas de nous limiter aux têtes qui apparaissent. L'essentiel, c'est de voir comment aujourd'hui commencer un travail de fond qui pourrait se situer à deux niveaux. Le niveau de la réécriture de notre histoire, tel que nous avons déjà commencé à le faire, Lumumba l'a déjà fait avant nous. Et quand vous lisez notre livre intitulé La ère des Congo, face au complot de la balkanisation et de l'implosion, quand vous lisez ce livre-là, vous vous rendez compte qu'il y a des essais de réécriture de notre histoire qui sont mis sur pied. Quand vous lisez par exemple les derniers articles d'un compatriote comme Boniface Moussavouli, vous vous rendez compte que nous avançons sur cette lancée de la réécriture de notre histoire. Alors, petit à petit, il faudrait que nous arrivions à rompre avec le système de notre mort, avec les acteurs de notre mort, pour refonder le Congo sur de nouvelles bases, réécriture de l'histoire, refondation du Congo sur de nouvelles bases, et c'est cela qui devrait beaucoup plus nous intéresser que les acteurs apparents du système néolibéral ou capitaliste qui génèrent la violence, la mort et l'abrutissement de notre peuple et même de ces acteurs apparents. Il semble que ces assises de concertation nationale ne passionnent pas les Congolais. À quoi cela pourrait-il être dû à votre avis? C'est dû au fait que les Congolais ont fini par comprendre, pour leur immense majorité, les véritables enjeux de la guerre d'agression qui se passe chez nous. Ils ont fini par en connaître les acteurs et le jeu auquel ils se livrent. Les Congolais se rendent compte que malgré tous les beaux discours, ils n'arrivent pas à avoir accès au minimum de justice sociale qui leur permettent de nouer les deux bouts. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, les Congolais se rendent compte que les discours du gouvernement fantoche au Kinshasa n'arrivent pas à répondre aux attentes, à leurs attentes, et surtout aux attentes d'une justice sociale capable d'aider la majorité de nos populations à avoir accès, à garantir ses droits économiques, ses droits politiques, ses droits sociaux, ses droits culturels. À quoi bon continuer à écouter des discours et à s'intéresser aux rencontres qui n'arrivent pas à pouvoir garantir la justice sociale et ces droits fondamentaux pour lesquels notre peuple s'est depuis longtemps battu. Donc, comme nos populations ne trouvent pas leur compte dans tout ce que ce gouvernement fantoche organise, elles ne voient pas, dans leur immense majorité, pourquoi elles devraient s'intéresser à ces fameuses concertations dites nationales. Très bien. Autre chose, le gouvernement congolais a établi et remis à la facilitation une liste d'une centaine de chefs de troupes du M23 sur un total estimé à plus ou moins 1700 combattants. C'est ce que Radio Okapi rapporte cette semaine. Et ces personnes sont définitivement non éligibles
au bénéfice d'une loi d'amnistie et à la réintégration des forces armées de la RDC. C'est ce qu'a déclaré jeudi 19 septembre le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, au cours d'une conférence de presse qu'il a organisée à Kinshasa. Jean-Pierre Mbelou, est-ce que cela permettra-t-il de mettre fin à la problématique de ce qu'on appelle la nationalité flottante, hein, comme ça a été le cas avec Nkunda Batware, Bosco Tanganda ou Jules Moutebezi? S'il vous plaît, la liste établie par le gouvernement fantoche de Kinshasa mentionne 100 personnes sur les 1000 et quelques dont vous venez de parler. Ce sont ces 100 personnes qui ne pourront pas bénéficier de l'amnistie. Mais là, faisons très attention. Faisons très attention. Qu'est-ce qui se passe réellement? Quand vous écoutez le responsable, le vice-président de la société civile du Nord Kivu, il vous dit ceci. Les compatriotes congolais qui font partie du M23 ne représentent que le 1%. Je vous dis bien 1%. Le reste des membres du M23 est composé des soldats, des militaires rwandais. Si vous lisez mon dernier article, vous verrez que j'essaie de faire allusion à la stratégie de Paul Kagame en me servant du livre de Bernard Lugan. La stratégie que nous avons réussi à maîtriser est la suivante. Quand les négociations sont décrétées, en temps de paix, Kagame, avec son cheval de Troie de Kinshasa, s'arrange pour déverser le plus possible des militaires rwandais dans l'armée congolaise. Pourquoi? Il affaiblit le système, le réseau, travaille pour affaiblir les institutions congolaises à partir de l'armée. Je pourrais dire aussi à partir de l'armée. Donc, ce à quoi nous allons assister, c'est à ceci. On va exclure les 100 membres qui ont été mentionnés sur la liste du gouvernement fantoche de Kinshasa. Mais nous risquons d'avoir chez nous les 1700 ou les 1600 qui restent. Donc, nous risquons d'avoir dans l'armée congolaise, ou ceux qui nous en restent, les 1700 militaires rwandais. Est-ce que vous vous rendez compte? Quand vous prenez les militaires rwandais qui ont déjà été déversés dans notre armée à partir de l'AFDEL, à commencer par le Raïs, l'AFDEL, le RCD, le CNDP, maintenant le M23, vous vous dites, l'occupation du Congo s'est fait aussi et surtout par le déversement dans l'armée congolaise ou dans ceux qui nous en restent, des militaires rwandais. Un déversement frauduleux. On pourrait par exemple penser à un processus normal qui dirait, voilà, dont les initiateurs diraient, voilà, comme l'armée congolaise n'est pas forte, on va lui prêter main forte en lui donnant quelques militaires rwandais. Mais ce n'est pas cela qui se passe. Ces militaires rwandais sont déversés dans notre armée de manière frauduleuse, c'est-à-dire ils obéissent à un agenda qui n'est pas partagé par la majorité des Congolais. Donc, l'occupation du Congo se poursuit par son armée interposée et avec la complicité du gouvernement fantoche de Kinshasa. Et ça ne m'étonne pas que ce soit M. Lambert Mende qui parle de ces questions-là. N'oubliez pas que M. Lambert Mende est un membre du RCD Goma dont beaucoup de membres sont aujourd'hui à Kinshasa dans la plupart des institutions et dont la branche armée a été intégrée dans l'armée congolaise. C'est cette stratégie de Kagame qui est en train d'être exploitée maintenant par le réseau
son réseau, le réseau correspondant au réseau ougandais et rwandais au Congo. Et disons-nous que l'occupation du Congo risque de durer encore très longtemps, comme je l'ai mentionné dans l'article précédent, celui qui est sur sur le site de Congo One maintenant. Et quand vous lisez l'article l'occupation du Congo de Lumumba risque de durer, vous cliquez sur un lien que j'ai cité, vous vous rendez compte qu'il y a des jeunes Rwandais qui sont formés pour que cette occupation du Congo puisse durer. Et alors là, moi, je me dis, ça ne sert plus à rien de pouvoir pleurer. Nous nous rendons compte de ce qui se passe réellement et nous prenons nos dispositions. Et l'une des grandes dispositions que nous avons à prendre, c'est de nous mettre à travailler résolument en synergie à travers les différents coins du monde où nous pouvons nous retrouver. C'est de nous mettre à travailler avec nos jeunes pour qu'ils prennent conscience de ce qui est en train de se passer réellement. C'est de nous mettre à travailler résolument, à constituer le contre-pouvoir et à rompre avec toutes ces réactions conjoncturelles qui ne sont pas de nature à répondre de manière profonde aux questions liées à l'occupation actuelle de notre pays. Jean Pembelou, cette démarche du gouvernement congolais présentée par Lambert Mende, elle n'a pas le mérite de s'attaquer à cette question de l'identité flottante qui pose problème dans cette partie du pays? Au contraire, elle contribue à aggraver la question de la nationalité flottante. Si on nous déverse dans ce qui reste de l'armée congolaise 1700 militaires rwandais et dans un pays où la carte d'identité n'existe pas, nous risquons de nous retrouver demain avec des mercenaires capables de faire un coup d'État à tout moment au pays et ou à celui qui pourrait prendre le pouvoir par les urnes. C'est ce que cette fameuse opposition ne semble pas comprendre. On insiste sur la Constitution, on insiste sur sur les élections, mais on oublie que l'armée est en train d'être occupée de manière que demain, si les choses ne marchent pas, comme le réseau ougando-rwando-congolais le pense, qu'un coup d'État puisse être fait au pouvoir qui pourrait être issu des urnes. On n'étudie pas beaucoup cette question-là. Vous avez écrit cette semaine le texte Kinshasa dans les bras de Kigali à l'issue du huis clos de Kampala. Et vous dites que les huis clos décrétés à Kampala, là où les gouvernants de Pakoti de Kinshasa négocient avec les mercenaires rwandais du M23 sous les vigilants de Museveni, va réserver des surprises aux plus naïfs d'entre nous. Pourriez-vous nous en dire davantage? Oui, c'est que notre naïveté, c'est de ne pas comprendre que depuis la guerre dite de libération de l'AFDL, le processus est le même. On vous fait la guerre, vous avez peur, on met un peu de militaires rwandais dans votre armée. La guerre reprend, vous avez un peu peur, on vous met les militaires du RCD, les militaires rwandais du RCD dans votre armée. On vous refait la guerre avec le CNDP, vous décrétez les négociations, vous arrivez à des accords secrets, on vous déverse un peu de militaires rwandais par le CNDP interposé. Quelque temps après, il y a le M23 qui naît, on vous fait la guerre, vous avez peur, à un certain moment, on vous dit, allez, maintenant, c'est 100 seulement qui vont être exclus de l'amnistie. On vous remet les 1600 qui restent dans votre armée jusqu'au moment où vous serez un pays assiégé par les militaires rwandais. Les militaires rwandais, quand je parle des militaires rwandais, je n'aimerais pas, je m'excuse, je n'aimerais pas que nous en faisions une question identitaire. Il y a des militaires rwandais qui travaillent avec Kagame à l'occupation du Congo, mais il y en a d'autres qui fuient, il y en a d'autres qui vont en exil parce qu'ils ne voudraient pas continuer sur cette lancée-là. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui adhèrent à ce schéma
Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, même dans l'armée congolaise, vous avez des généraux qui sont qualifiés d'extrémistes, qui n'acceptent pas l'intégration de ces 1600 dans l'armée congolaise. Nous risquons d'apprendre demain que ces compatriotes-là ont été trucidés par le réseau ougando-congolais de prédation qui agit par les escadrons de la mort interposés. Très bien. Un mot sur les deux revendications du mouvement rebelle M23, à savoir notamment les retours des réfugiés Tutsis et l'éradication des FDLR. Monsieur Mbelou, on a comme l'impression que ces revendications sont récurrentes et qu'elles ne seront jamais vidées un jour. Non, mais ce sont des prétextes. Vous savez, comme je vous le disais lors de notre dernier échange, moi j'ai un défaut. Je suis trop lié à l'histoire et au texte. Je vous relis un texte que je vous ai déjà lu 3 ou 4 fois. Le texte du discours de M. Joseph Kabila, prononcé à Kinshasa au début du mois de décembre 2004. Et il dit ceci. Depuis quelques jours, les forces armées du Rwanda ont violé notre territoire en traversant la frontière commune par plusieurs entrées dans la province du Nord Kivu. Pour justifier, écoutez bien, pour justifier leur aventure criminelle, les responsables rwandais avancent le prétexte de la chasse aux groupes armés rwandais sur le territoire de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, je voudrais vous rappeler que ce problème des groupes armés, qui n'a pas été créé par le peuple congolais, a servi, écoutez encore très bien, de prétexte à la guerre que le Rwanda a menée contre notre pays depuis 1998 et qui a contribué à déstabiliser dangereusement la région des Grands Lacs. Ce n'est pas Mbelou qui dit ça, c'est M. Joseph Kabila. En dehors de ce texte, il y a eu Kimia 1, Kimia 2, il y a eu Amani Léo. L'armée rwandaise est venue sur le territoire congolais au bout des accords secrets conclus entre les gars de M. Joseph Kabila et Paul Kagame. L'armée rwandaise est retournée au Rwanda en disant que les FDLR ont été anéantis. Qu'on nous ressorte encore aujourd'hui le prétexte des FDLR, c'est une façon de se moquer de nous et de dire ces gens-là ne comprennent rien à l'histoire qui est en train de se tramer dans leur pays. Et en dehors de cela, n'oublions pas qu'il y a des FDLR qui ont été conditionnés à partir du Rwanda. Il y a des FDLR refabriqués par Kagame et qui ont été renvoyés dans notre pays pour qu'elles servent les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, pour qu'elles servent en permanence de prétexte à l'armée rwandaise de Kagame afin qu'elle revienne régulièrement sur notre territoire pour le piller. N'oubliez pas, quand vous allez au texte de Bernard Lugan que j'ai cité dans l'un de mes articles, vous vous rendez même compte que la création de ce qu'on a appelé les intérêts amoués a été une opération orchestrée par le FPR de Paul Kagame, et celui qui avait géré les intérêts amoués était un membre du FPR de Paul Kagame. Voilà, ce qui nous renvoie déjà aux rapports qui ont été rédigés depuis les années 90 et surtout le rapport de 1994 qui nous dit comment le FPR faisait des incursions sur nos différents territoires pour tuer et mettre ses meurtres sur le compte de ceux qu'il croyait être ses ennemis. Donc, quand nous perdons de vue toute cette histoire,
on peut nous balancer n'importe quel prétexte et dire, voilà, il y a des FDLR, il faut les anéantir. Et quand le gouvernement de Fantoche cède à ce chantage-là, il accepte le prétexte permanent du Rwanda pour que le Rwanda puisse revenir sur notre territoire et faire la guerre, une guerre de prédation qui n'est pas une guerre identitaire. Et là, je passe à l'autre prétexte. On nous dit, il y a des réfugiés Tutsis qui doivent retourner sur le territoire congolais. Mais on se moque des Congolais. Le Congo n'a pas que les Tutsis. Le Congo est composé de plus de 400 ethnies. Pourquoi est-ce que les revendications du M23 deviennent tout à coup des revendications pour les réfugiés Tutsis? Donc, ils se sont constitués en mercenaires de Paul Kagame pour soutenir les revendications Tutsis. Donc, ça sent mauvais. Toutes ces revendications-là ne sont que des prétextes pour pouvoir perpétuer l'occupation du Congo, mais surtout pour poursuivre la guerre d'usure. Plusieurs d'entre nous estiment qu'un jour, ceux qui ont orchestré, les acteurs majeurs qui ont orchestré cette guerre de prédation vont se réveiller un matin et dire « Ah, les Congolais ont trop souffert, maintenant on arrête. » Non, 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 non. Si nous n'avons pas une organisation qui nous aide à pouvoir riposter de plusieurs manières pour pouvoir mettre fin une fois pour toutes à cette guerre d'usure, ils n'y renonceront pas pour nos beaux yeux. Très bien. Pour finir, cette semaine a circulé sur Internet les fichiers audio du procès politique de Mindongala. C'est ainsi que le site Internet de la démocratie chrétienne a intitulé cet élément sonore. Et ce qu'on y entend est très édifiant sur le fonctionnement de la justice au Congo. Et on peut même parler sans exagérer d'une scandaleuse parodie de justice, Jean-Pierre Mbelou. Ce n'est même pas un problème de parodie de justice. Et c'est comme je vous le disais la fois passée. Nous n'arrivons pas à nous rendre compte de la façon dont fonctionne le réseau ougando-congolais de prédation. C'est là peut-être notre difficulté et elle risque d'être permanente. Le réseau ougando-congolais fonctionne sur fond d'un état profond, c'est-à-dire ce réseau est porté par une coalition des forces du mal composée des acteurs politiques, des services de sécurité, de la police, de l'armée, des acteurs transnationaux. Ils coalisent pour pouvoir neutraliser les Congolais patriotes épris du désir de voir demain leur pays devenir souverain et leur pays s'autodéterminer. Donc, dès que nous perdons de vue cette histoire-là, nous croyons qu'il peut exister demain au Congo avec le gouvernement fantoche actuel un pouvoir judiciaire qui puisse travailler à marge du gouvernement fantoche de Kinshasa. Non, nous sommes face à une guerre d'usure portée par un réseau qui opère sur fond d'un état profond ou des gouvernements parallèles qu'on retrouve à Kigali, qu'on retrouve à Kampala, qu'on retrouve à Kinshasa. Et dans ces gouvernements parallèles, vous retrouvez les militaires, vous retrouvez les policiers, vous retrouvez les gens qui travaillent, les magistrats, les avocats. Vous imaginez que pour rigoler, Francis Kalombo, qui a volé, qui a triché pour avoir son diplôme d'avocat, a osé aller se pointer au tribunal, je ne sais pas, au parquet de Matete, pour pouvoir plaider la cause des filles que Djomi aurait violées. Et cette tragédie
cette tragédie est grave. Un digne fils du pays est jugé comme un criminel, pendant que les véritables criminels vont être déversés dans l'armée congolaise et dans les institutions congolaises. C'est ça la tragédie que le Congo est en train de vivre aujourd'hui. Donc nous ne pouvons pas étudier et comprendre cette tragédie-là en essayant de faire comme si le Congo était un pays normal ayant des institutions indépendantes les unes des autres. Non, le Congo fonctionne sur fond d'un état profond. Le Congo fonctionne, cet état profond porte un réseau de la mort et de la prédation. Donc, Diomi aujourd'hui est victime de ce réseau de la mort et de la prédation. Donc, si demain nous voulons aller de l'avant, nous avons à mener cette autre bataille, cette autre lutte idéologique pour pouvoir constituer à court, moyen et long terme un autre pouvoir, un contre-pouvoir qui nous aide à opérer une rupture avec le système de la mort actuelle pour pouvoir refonder le Congo sur des bases saines de la souveraineté, de la coopération, de la solidarité. Arrêtons de pleurer, essayons de travailler. Même si demain on nous disait que il y a un gouvernement 1+2 qui est mis sur pied, ne nous intéressons pas à cette histoire-là du moment que nous pouvons positiver et travailler à la mise sur pied d'un contre-pouvoir qui aide le Congo, un autre Congo, à pouvoir naître des cendres du Congo actuel. Très bien, merci beaucoup Jean-Pierre Mbelou et à la semaine prochaine. Merci bien, monsieur Etienne Nandou, et à la semaine prochaine.